On est toujours avec notre journaliste sportif Jules Boscherini. Rebonjour à vous, mon cher Jules. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et un invité de marque qui est ici chez lui sur Sud Radio, la radio du rugby, Florian Grill. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération française de rugby. Effectivement, on s'est régalé hier quand même sur Sud Radio avec François Triot et Daniel Herrero qui étaient au Stade de France. Et ce nouveau rituel en ouverture des matchs du 15 de France, la Marseillaise est devenue un son et lumière et ça fonctionne plutôt pas mal, hein, Florian Grill. Ouais, ça fonctionne incroyablement bien. Je suis très fier des équipes de la Fédération française de rugby qui ont mis en œuvre cette scénographie lumineuse et puis effectivement la Marseillaise a cappella. On lance la musique de manière à ce que le public soit coordonné et ensuite ça part a cappella et ça met des frissons. Ouais. Hier il y avait les frissons avec Mehdi aussi. Ouais, il y a eu des frissons aussi et on va en parler. Vous faites allusion à cet autre moment qu'on a eu en ouverture du match. C'est cette minute, même c'est presque 2 minutes d'applaudissements en hommage. C'est très rare que ça dure aussi longtemps. L'émotion était absolument palpable. Hommage au jeune Mehdi Nargissi, disparu il y a plusieurs mois près du Cap de Bonne-Espérance alors qu'il était sous la responsabilité de la Fédération française de rugby. Il y avait sa famille hier qui était émue. Son père, Nabil Nargissi, qui a tenu à le dire. L'hommage à Mehdi hier, c'était à la demande de la famille. On sent, et c'est normal, qu'il en veut à la Fédération de rugby. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la famille de Mehdi pardonnera la fédération que vous présidez ? Non, et je leur demande pas. Je considère qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Et donc il faut respecter la douleur de la famille. Et moi j'ai dit dès le début que c'était normal qu'ils attaquent la fédération et que je le comprenais. Voilà, on a travaillé avec lui, avec sa famille, l'hommage à Mehdi. Il y avait ce match en ouverture du tournoi, il y tenait beaucoup, parce que pour lui, la France, c'est le tournoi destination aussi. Et puis, il y a des hommages, d'autres hommages qui sont prévus. Il y aura systématiquement une demi-journée au nom de Mehdi pour tous les rassemblements des U18. Puis, il y aura un trophée Mehdi Nargissi pour les catégories espoirs. Voilà, donc... on rend hommage, on n'oublie pas Mehdi, mais c'est vrai que c'était incroyablement émouvant, mais dur aussi, mais voilà, c'est comme ça, il faut assumer. Et c'est d'autant plus émouvant qu'en fait on aurait pu le voir hier sur le terrain s'il était revenu, ou en tout cas on l'aurait vu dans quelques mois ou quelques années, et ça on s'y fera jamais évidemment. Parlons maintenant de ce qui s'est passé sur le plan sportif, 43-0, bon, vous attendiez une ouverture aussi facile ou pas pour le 15 de France ? Oh, on attend, non, parce que le Pays de Galles reste un immense pays du rugby, et donc... Voilà, on se prépare à tout, on ne sait jamais, vous savez, les tournois qui ont démarré dans la difficulté, ça arrive, mais on a une équipe de France, on a une génération qui est exceptionnelle, on a Antoine Dupont qui a été incroyable. On peut revenir sur ce qu'il a fait quand même, ouais. Toutes les passes y sont passées, tous les gestes techniques ou presque. Enfin, j'ai parlé ce matin un peu plus tôt, ça pouvait paraître déplacé, mais c'était presque ça, une forme de Kamasutra rugbystique. Globalement, tout ce qu'on peut faire sur le terrain de rugby, il l'a fait. Il l'a fait, et puis voilà. Et puis on a un staff aussi qui est incroyablement déterminé et motivé. Moi, je suis très admiratif de ce qu'ils font, de la manière dont ils construisent. Et je pense qu'on voilà, on a une génération qui a envie, et on a un public qui a envie et qui les supporte. Voilà, les ingrédients sont là. Ouais, et d'ailleurs, des commentateurs qui les savourent. Attention, Dupont est parti. Le crochet, de crochet. Dupont qui accélère. Oh, la passe pour Atisogbe. Magnifique Dupont. Après la passe au pied, la passe tout court pour le doublé du jeune Palois. Il feinte 2 joueurs, mais comment il fait pour feinter 2 joueurs et ensuite réussir cette passe sautée énorme? Ouais, et puis bon, le rugby c'est un sport de transmission, et puis voilà, qu'il y ait ces passes à des jeunes, à Atisogbe, je trouve ça formidable, que ça dit aussi la profondeur, le travail de fond qui est fait par la direction technique nationale. Je pense qu'on a les moyens, si on continue à bien travailler avec la direction technique nationale, d'être un rugby dominant pour les 5-10 prochaines années. Après, il faut qu'on réussisse à continuer à développer le rugby dans les villages et les villes moyennes, parce que 50% de nos joueurs en sont issus, et aujourd'hui, le rugby des villages et des villes moyennes a besoin d'être lancé. Et il est un peu oublié, parce que c'est vrai que les clubs qui cartonnent dans les dernières années sont les clubs des grandes villes et des métropoles, un peu comme le foot. C'est le danger, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à trop financiariser le rugby. On fait disparaître le rugby des plus petites agglomérations et des villages, et c'est important, 50% de nos joueurs des équipes de France, des 14 équipes de France, viennent de petites villes ou de petits villages. Ouais, c'est le sport du dernier kilomètre, un peu comme Sud Radio, la radio du dernier kilomètre. Jules Boscherini. Pour revenir sur le match, voilà, rugby dominant, la France elle a gagné 43-0, et il y avait un mot d'ordre, rester concentré, de la part de Fabien Galtier. Finalement, les Bleus, super coaching, c'est gagnant, on n'encaisse pas de points. Est-ce que les Bleus étaient trop forts, ou c'est le Pays de Galles qui était trop faible ?
Non, je pense qu'il faut être très attentif. Voilà, les situations tournent vite. Il faut être très. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France, c'est pas une vingtaine de joueurs, c'est une cinquantaine de joueurs. On voit ce qui est arrivé à Romain, qui est un petit peu la zone sombre de ce match, et il faut qu'on continue à embarquer dans un projet international une cinquantaine de joueurs comme on le fait aujourd'hui. On le fait main dans la main avec la Ligue nationale de rugby. Je veux rendre hommage au club aussi, avec qui on travaille très bien. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce que sinon les situations peuvent vite tourner si on joue avec un nombre restreint de joueurs. Oui, ça peut vite tourner. Vous faisiez allusion d'ailleurs au point noir de ce match pour le 15 de France. C'est l'expulsion de Romain Ntamak, carton rouge. Il revenait après plus d'un an de blessure. On était ravis de le voir. Il était dépité à la fin du match. On le verra pas à Twickenham. C'est une perte. Oui, bien sûr que c'est une perte, mais voilà, c'est les aléas du jeu. C'est pas, on sait que c'est pas le type de jeu et le type d'action qu'on attend de Romain. C'est pas, ça lui ressemble pas. Voilà, donc c'est malheureusement, c'est un aléa du jeu, mais c'est pour ça qu'il faut jouer avec un groupe élargi et qui soit confronté au jeu de l'équipe de France, au staff de l'équipe de France, qui apprennent à jouer avec nous. Alors justement, revenons sur un autre événement. Alors c'est pas vraiment un fait de jeu, mais ça s'est entendu. Vous étiez au Stade de France, on l'a entendu aussi en direct sur Sud Radio, les sifflets du Stade de France à l'entrée en jeu d'Oscar Jégou et Hugo Radou. Est-ce que vous étiez mal à l'aise quand vous entendiez ces sifflets? Est-ce qu'il fallait vraiment est-ce qu'il fallait vraiment les faire entrer en jeu? Écoutez, sur ce sujet-là, nous on a été très clairs depuis le début. On a dit 3 choses. On a dit, 1, il faut écouter la plaignante. Et je sais qu'on l'a écouté. On a dit ensuite qu'il fallait respecter la présomption d'innocence des 2 joueurs. Et troisièmement, qu'il fallait faire confiance à la justice argentine. La justice argentine, elle a fait son travail, on l'a laissé faire, et au terme d'une enquête qui a été longue, avec oui, c'est vrai. Voilà, il y a 3 procureurs qui ont fait un réquisitoire unanime en déclarant le non-lieu. À un moment, la charge de la preuve s'inverse. Donc, je suis désolé, mais en l'occurrence, ils ont été déclarés innocents, et les interdire de jouer, ça n'a pas été normal. Sauf que vous dites qu'il fallait écouter la plaignante. La plaignante a fait appel de cet abandon de poursuite, et cet appel sera examiné, le recours sera examiné les 10 et 11 février. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre à minima ça? Écoutez, ils ont fait la preuve de leur innocence. Maintenant, la plaignante continue à dire qu'ils sont coupables. Ok, mais c'est à elle de prouver la culpabilité. Maintenant, le réquisitoire a été unanime de l'ensemble des procureurs. Il y a un non-lieu. C'est une décision de justice qui est importante. Après, les gens me disent aussi parfois, mais pourquoi vous les avez pas sanctionnés pour la sortie? La réalité, c'est que il y avait pas de cadre. Et moi, j'aime pas sanctionner quand il y a pas de cadre. Maintenant, il y a un cadre extrêmement précis avec le plan de performance renforcé de l'équipe de France, et les joueurs savent très bien que les dérapages ne seront plus acceptés. Mais moi, je ne sanctionne pas quand un cadre n'est pas précis. Cela étant dit, Melvin Jaminet, il n'y avait pas de cadre non plus après son débat sur son dérapage raciste, et vous l'avez sanctionné. Mais je l'ai sanctionné personne ne le conteste. Non, parce que je l'ai sanctionné parce que Melvin Jaminet, il y a la preuve avérée d'un dérapage raciste qui n'est pas acceptable quand on porte le coq de l'équipe de France. Qui est acceptable d'ailleurs même quand on le porte pas, on peut le préciser pour le citoyen lambda. D'autant plus quand on porte le coq de l'équipe de France, on a une responsabilité. Et donc la sanction, et au passage il faut laisser Melvin un peu tranquille maintenant, parce que il a assumé la sanction, il a reconnu la sanction, il est en train de faire des travaux d'intérêt généraux, et donc bravo à lui de s'engager comme ça. Alors on peut parler aussi de cet autre aspect, il est important, c'est la question que je posais quand on annonçait votre venue. D'ailleurs Antoine Dupont en a parlé, cette équipe a 80% de victoires, c'est quasiment un record. Antoine Dupont a dit 80% de victoires, quand on gagne pas beaucoup de titres, ça veut pas dire grand chose. Franchement, quand vous voyez ce que vous avez vu hier, ou que vous entendez sur Sud Radio, sacre obligatoire cette année pour ce 15 de France, même si c'est plus difficile avec davantage de déplacements, quoi. Oui, on a tous envie, de toute façon, à demander à Antoine, demander à Fabien, demander à Raphaël, demander à tous les joueurs de l'équipe de France. Il n'y en a pas un qui n'ait pas envie de gagner. On a envie de gagner, voilà. Sacre obligatoire, je ne sais pas, mais il faut... Si on gagne pas ce tournoi, ce sera quand même un échec. Oui, ce serait une déception. Ça serait une déception évidente. Mais écoutez, voilà, on fait tout pour. Il y a Jean-Marc Lermet à mes côtés, qui est le vice-président en charge du haut niveau. On a une cellule haute performance avec la direction technique nationale. On partage entre les 14 équipes de France qui ne se faisaient pas avant. On bosse, ça bosse énormément. Moi, je crois à la résilience et au travail. Après, c'est pas les objectifs qui font qu'on gagne. Les résultats sont la conséquence du travail et de la résilience. Mais écoutez, merci en tout cas d'être venu parler de ces résultats qu'on espère toujours. Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. À bientôt sur Sud Radio. Merci. Vous revenez pour le Grand Chelem ? Volontiers. Allez, le rendez-vous est pris dans le Grand Matin Week-end, ou alors, dans le Grand Matin Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin, ou chez Patrick Roger dans La Vérité en face. Merci à Jules Boscarini.